peu de retard. Donc pour le rattraper, on commence donc tout de suite la première table ronde sur la langue française, statut actuel et avenir de la langue française dans l'Afrique subsaharienne. Alors j'ai le plaisir d'animer cette table ronde, je m'appelle Yvan Pelakov, je travaille à TV5 Monde et je présente également la direction de la communication et je présente également l'émission Destination Francophonie toutes les semaines sur la chaîne internationale francophone. Alors, on a parlé d'afro-optimisme, d'afro-pessimisme. On va essayer d'ambiancer, pour reprendre les mots de l'ambassadeur du Burkina, on va ambiancer un petit peu le débat. Moi, j'ai posé un petit peu les questions, voilà, un petit peu chaudes pour lancer le débat, et je vous présenterai mes trois intervenants qui sont autour de moi cet après-midi. Alors, les questions, elles sont, c'est celles qu'on s'est un petit peu posées dans l'introduction. Quelle est la véritable place du français dans les systèmes éducatifs africains, tout simplement dans la rue, parce qu'on parle français en Afrique, dans la rue, parfois, ou pas dans la rue, parfois dans les campagnes. Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Est-ce que les jeunes Africains sont encore attirés par la langue française quand les frontières de la francophonie du Nord se ferment? On parle d'un passeport pour les étudiants, pour les entrepreneurs, pour les artistes, mais tout ça du bout des lèvres, une sorte d'utopie très lointaine. Est-ce que la langue française est encore aujourd'hui un facteur réel de développement dans les domaines de l'éducation, de la science, de la technologie, de l'économie, simplement de la vie sociale? Quelle est la vraie place du français dans les organisations internationales, notamment à l'OUA, qui fête ses 50 ans cette année, et où le français n'est pas forcément un critère de recrutement? Que penser de la tentation de faire de l'anglais une langue officielle dans certains pays francophones? Voilà. Et quels sont les enjeux pour la langue française alors que la présence économique chinoise s'étend sur tout le continent? Finalement, qu'en est-il de ce lien que constitue la langue française en Afrique et qui est la garante de la présence et du développement de la francophonie sur le continent, et on l'a bien compris, dans le monde? S'agit-il d'un cadre, d'un carcan, d'une ouverture d'un frein ou d'un espoir pour l'avenir? Alors, pour en parler et pour décrypter la situation et en débattre, nous avons autour d'une table trois intervenants de grande qualité. D'abord, Jacques Barra, un très grand connaisseur de l'Afrique et de la francophonie, professeur émérite de géopolitique à l'université Panthéon-Assas, docteur en géographie, anciennement secrétaire général de l'Office québécois pour la jeunesse. Nous avons, peut-être que j'en ai oublié. Non, pardon. Franco-québécois, excusez-moi. Lucien Pambou, professeur en sciences économiques, éditorialiste sur Africa 24 et aussi membre du comité de rédaction de la revue Géopolitique africaine que vous trouvez à l'entrée de la salle, qui avait consacré l'année dernière un très bon numéro sur l'Afrique au cœur de la francophonie que je vous invite à relire. Et puis enfin à côté de moi, Jérôme Hollandais, professeur, mais surtout diplomate, dans plusieurs pays d'Afrique, diplomate, mais aussi historien. Et c'est par l'historien, parce qu'on me demande quel est le statut actuel de la francophonie en Afrique, et bien de la langue française. Je vous laisse la parole pour votre intervention qui doit durer 10 minutes et je serai extrêmement sévère. Tout à fait, vous avez raison. Je me demande pourquoi vous ne serez pas sévère. Parce que diplomate, justement, on est tenu à la sévérité. Il y a 4-5 jours, je me demandais si j'allais être ici, parce que je me trouvais à Addis Abeba, sommet des chefs d'État. Et j'ai pu constater là-bas, au Conseil des ministres, au sommet des chefs d'État, combien la langue française était présente, puisque les débats se faisaient dans les deux langues, dans l'anglais et dans la langue française. Donc, quand j'ai lu le thème, je me dis, mais est-ce qu'il y a péril la demeure? Pourquoi ce colloque-là? C'est comme s'il y avait des inquiétudes derrière la maison. Je dis oui, effectivement, en Afrique, le français est encore une langue très vivante. Je me trouve dans une organisation qui s'appelle la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et qui est essentiellement constituée des pays anglophones. Je passe le plus clair de mon temps depuis un temps dans les pays anglophones et j'ai constaté qu'il y a là-bas, effectivement, sans contrainte, par goût simplement, de parler langue française. Et je citerai le cas de pays, par exemple la Zambie, à Lusaka, qui me paraît être la ville la plus anglophone, je crois, de cet espace. Il y a des clubs où on parle souvent, il y a des jours précis où on va pour parler français. Ce n'est pas la même chose que dans mon pays où
je suis devenu francophone par le fait colonial et par l'école, n'est-ce pas? Je suis francophone par ce biais-là, mais dans ces pays, il y a des gens qui veulent parler la langue française par goût, par amour de la langue. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour aider ce genre d'initiative? Il est vrai qu'il y a dans le pays les institutions de la France qui sont là, les cercles culturels français, les alliances culturelles. Mais j'ai été ambassadeur de mon pays dans beaucoup de pays et je connais les limites qu'il y a à ce niveau-là pour ce genre d'initiative. Est-ce que la francophonie, est-ce que s'intéresse à ce genre d'initiative? Je voudrais dire simplement que la promotion de la langue française, vue depuis les institutions de la francophonie, certainement ne tient pas compte de ce que nous-mêmes, nous Africains, nous pensons de ce qu'est la francophonie. Pour nous, la francophonie, c'est le génie de parler plusieurs langues, y compris le français. C'est d'abord comme ça que nous nous définissons par rapport à la francophonie. Pourquoi? Parce que lorsque on évoque ce problème du français en Afrique, on fait tout de suite allusion à une guerre des langues qui serait présente sur le continent. Et je crois que dans nos rencontres en Afrique, dans nos réunions, cela n'apparaît pas du tout. Cela n'apparaît pas du tout, parce que chacun s'exprime dans la langue qu'il maîtrise, avec les interprètes qu'il faut. Et il nous arrive quelquefois de bloquer des réunions, parce que la version française n'est pas sur place encore, de bloquer les réunions parce que la version portugaise n'est pas présente encore. Donc, je crois que le français a sa place en Afrique, à condition que le français sache cohabiter avec les autres langues européennes. Je fais allusion au portugais. Dans mon pays, le Congo, je crois 4 siècles avant qu'on ne parle l'anglais, le français, quelques élites parlaient déjà portugais au royaume de Congo. Et aujourd'hui, avec le poids considérable de l'Angola dans la sous-région, avec le retour en force du Brésil en Afrique, particulièrement en Afrique centrale, eh bien, le portugais va prendre sa place historique. Je dis historique parce que, comme je vous l'ai dit, 4 siècles avant qu'on ne parle français, eh bien, dans la côte, le long de la côte de l'Angola, du Congo, du Gabon, on parlait déjà portugais. Ensuite, il y a la cohabitation du français avec nos langues. Il est vrai qu'il y a des langues. Oui, souvent, quand on parle de l'Afrique, on parle d'une multitude considérable de langues, mais c'est une vision tout à fait sommaire des choses. Dans mon pays, par exemple, nous avons 2 langues nationales. Nous avons le Kituba et nous avons le Lingala. Mais en fait, qui sont la même, et presque la même langue, n'est-ce pas? Donc, si on fait en sorte que ces langues ne s'éteignent pas et qu'elles cohabitent avec, que ces langues cohabitent avec le français, il n'y a pas de risque pour le français. Parce qu'il faut craindre le retour de manivelle qu'on constate maintenant en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, maintenant, les écoles qui réapprennent les langues locales, comme le Tswana, comme le Zoulou, sont des salles pleines. Parce que par rejet, on se dit l'afrikaans, ou même l'anglais, eh bien, ça a été quand même une espèce de spoliation de notre être. Il faut revenir à nos langues. Il faut éviter justement qu'en acculant les langues locales au dernier retranchement, qu'il y ait ce rejet, qu'il y ait ce retour de manivelle. Moi, je crois que c'est un peu comme ça que je voudrais terminer pour attendre le débat. Merci à vous. Alors, je vais passer la parole à Jacques Barra qui va peut-être réagir tout de suite à vos propos. La guerre des langues. Non, parce que non, je dois dire que jusqu'à maintenant, j'admire la manière dont, c'est pas pour me faire compliment, mais dont les vrais problèmes sont posés, et puis tout ce qui a été dit par les différents orateurs qui me paraît non seulement intéressant, mais vrai. Moi, je voudrais insister d'abord sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est un aspect de terminologie. Les Français ne savent pas très bien ce que c'est que la francophonie,
et les élites françaises, je dirais, s'en fichent aux périodités vulgaires. Hélas. Alors d'abord, moi je voudrais qu'on réserve le terme de francophonie avec un petit F à l'ensemble de ce belle formule de Maurice Debreur pour le français en partage. Et Debreur a également dit que la francophonie, petit F, était une géopolitique. En cela, il a raison, c'est même plus, c'est un kaléidoscope, y compris en Afrique. Et puis francophonie avec un grand F, c'est l'ensemble des structures organisationnelles, diraient les sociologues, c'est l'OIF, et à partir du moment où on prend l'habitude de bien différencier la francophonie de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, cette fois-ci avec un F majuscule, on sait que on désigne des problèmes relatifs à la langue, à l'importance de la langue, ou bien des problèmes qui relèvent de la diplomatie, ou bien de tâches beaucoup plus concrètes et précises et qui relèvent d'institutions. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas le seul à dire que les Français se fichent un peu de la francophonie. Ça n'apparaît dans aucun manuel scolaire. Je n'ai jamais vu dans une de nos universités quelque chose qui soit consacré à la francophonie, même si, grâce à notre ami Guillou, et aussi grâce à quelques confrères de l'Académie des sciences d'outre-mer, on essaie ici et là, et à Bordeaux en particulier, de remettre un peu, je dirais, dans la tête des étudiants, des idées à peu près, je dirais, simples sur ce qu'il en est. Et puis, je parlais de kaléidoscope. Prenons l'Afrique. Au Gabon, il y a 85% de francophones à peu près. Et vous avez près de 90% des enfants scolarisés. Si tous les enfants du Congo étaient scolarisés, le Congo serait le premier pays francophone du monde. Et si je regarde le Mali, pays pour lequel j'ai de temps en temps les yeux de Chimène, parce que je m'y suis rendu souvent, eh bien, voilà, c'est peut-être là qu'on a les statistiques les plus faibles, même si par ailleurs, c'est peut-être là que de temps en temps, il y a le plus de demandes de France, et je crois qu'on n'insiste jamais assez chez nous. Peut-être c'est de la pudeur, peut-être est-ce que c'est de la repentance, je crois que nos amis africains en ont assez des longs sanglots de l'homme blanc. Ils nous l'ont dit l'autre jour à Bordeaux, chez vous, chers collègues. Eh bien, je crois qu'il faut que nous assumions un petit peu ce qu'est l'histoire et comprendre que quand Onésime Reclus, frère du géographe Élisée Reclus, pris sur les barricades, parle lui de francophonie, il a une définition qui est purement linguistique, la francophonie. Et c'est grâce à des sommets, c'est grâce à des hommes politiques français que de la francophonie avec un petit F, on en est arrivé à des constructions politiques qui sont d'autant plus prestigieuses que aussi bien Léopold Sédar Senghor que Abdou Diouf, que les pères de la francophonie qui se trouvaient hors de France parce qu'ils ont voulu la fabriquer. Je pense à Bourguiba, je pense à Sihanouk, je pense à un grand homme politique du Niger. Eh bien, la qualité de ces hommes a fait que cette francophonie aujourd'hui, non seulement est un kaléidoscope, mais elle a